À l'inverse, quand le législateur décide de remettre une politique publique entre les mains d'un échelon décentralisé, il faut que l'État respecte ce choix. Je suis d'accord avec vous. Assumer ce choix, c'est donner aux collectivités concernées la possibilité d'innover, d'expérimenter, d'adapter. D'ailleurs, dans le droit actuel, vous savez qu'on est condamné au choix binaire de l'abandon de l'expérimentation ou de sa généralisation. C'est le droit tel qu'il existe, tel qu'il a existé depuis bien avant que nous n'arrivions aux affaires. Je pense qu'il faut corriger cela. Je pense qu'il faut accepter le risque, ou plus exactement l'opportunité, parce que je ne crois pas que ce soit un risque, de la différenciation. C'est ce que vous demandez, c'est ce que demandent beaucoup d'élus locaux. C'est ce à quoi je crois. J'y crois tellement qu'avec le président de la République, nous avons décidé de l'inscrire dans la révision constitutionnelle, de faciliter le droit à la différenciation, de faire en sorte que ce soit plus simple pour une collectivité locale de différencier sa façon d'appliquer une politique publique, de concevoir ou de penser, de mettre en œuvre une politique publique. La révision constitutionnelle n'a pas, mesdames et messieurs, avancé à ce stade au rythme où j'aurais aimé qu'elle avance. Je ne suis pas sûr d'être le premier responsable de cette avancée trop lente, mais je vous confirme que nous sommes extrêmement attachés à l'idée d'inscrire dans la Constitution et de simplifier ce principe de différenciation. Il est indispensable pour les collectivités locales et je pense qu'il est indispensable pour le pays. Assumer ce choix, c'est aller plus loin. C'est aussi accepter que l'État ne s'occupe plus du tout d'un certain nombre de missions. Et que pour certaines missions, le périmètre de son action s'allège pour tenir compte de l'intervention des collectivités territoriales. Le 24 juillet dernier, j'ai, par une circulaire adressée notamment au préfet, engagé une réorganisation territoriale de l'État avec une idée claire et une idée simple, mettre fin aux doublons là où ils existent. Et il y en a encore. On va les supprimer. On va les supprimer complètement. Il y en a, par exemple, on aura l'occasion d'évoquer les doublons, je vais attendre les retours que me font les préfets, mais on sait qu'il existe des doublons. Eh bien, on va les supprimer. Et je trouve ça naturel, et je trouve ça normal, et ça va exactement dans le sens de ce que vous demandez. Assumer ce choix, enfin, c'est diminuer les normes dont on se plaint si souvent et depuis si longtemps. Juste un mot, ce n'est pas spectaculaire, je sais, mais je sais que les élus locaux comprennent très bien ce que je vais dire. Traditionnellement, les gouvernements prenaient environ une centaine de décrets dans le pouvoir réglementaire autonome de l'État, une centaine de décrets par an. C'est à peu près la moyenne si on regarde les 10 dernières années. Nous avons indiqué aux administrations que c'était trop et qu'à chaque fois qu'ils apporteraient une norme, ils allaient en supprimer un certain nombre. Moyennant quoi, je le dis parce que ça n'est pas sans intérêt, nous sommes passés d'une centaine en moyenne à 18, un peu moins de 20. Et nous avons supprimé, je crois, près de 10 000 circulaires, et nous avons supprimé 41 textes réglementaires qui imposaient... Ça ne change pas la vie immédiatement, et encore une fois, je n'ai aucun doute, ça ne sera jamais spectaculaire. Mais c'est un travail sérieux, minutieux, qui permet d'éviter de faire peser sur les collectivités territoriales des normes toujours accrues, qui font peser sur leur budget des contraintes toujours plus fortes. Quelques autres sujets que je voudrais évoquer avec vous, et peut-être plus spécifiquement avec les régions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. J'ai invité les 17 présidents de régions ou de collectivités ultramarines à un dialogue à Matignon le 19 octobre prochain. Le but de cette rencontre, c'est que, au-delà des projets que nous avons en bilatéral, nous puissions nous donner une feuille de route partagée, une méthode et un calendrier. Il faudra que nous parlions de tout, y compris des sujets qui fâchent. Il faudra qu'on parle du FCTVA, vous avez raison, on en parlera. Il faudra qu'on parle de l'orientation, vous l'avez évoqué, des structures de distribution des fonds européens, vous les avez évoquées. Pardon de revenir sur le sujet, mais c'est un des éléments que nous voulions discuter lors de la dernière CNT, pour une raison simple, c'est que nous avons intérêt, région et État, à arriver à Bruxelles unis sur ce sujet. Sinon, nous ne prévaudrons pas, parce que nous ne serons pas seuls. Donc nous avons besoin de travailler sur ces sujets pour savoir comment nous organiser de la meilleure façon possible dans cette discussion qui vient, notamment sur le budget européen. Mais nous parlerons aussi des sujets qui ne fâchent pas et qui nous rassemblent, et sur lesquels, contrairement à ce que j'entends parfois, le gouvernement fait parfaitement confiance aux régions. Je
voudrais en citer 4. D'abord les questions, mais il y en a probablement d'autres, les questions de développement économique. Plusieurs projets nous mobilisent en ce moment autour de la discussion du projet de loi Pacte. La réforme des CCI, la modernisation de l'outil industriel, grâce à une mesure de suramortissement puissante durant 2 ans. L'export, vous l'avez évoqué, avec une refondation de la politique de soutien à l'export qui passe par les régions et qui est assumée par le gouvernement, qui a été portée par le ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui est parfaitement assumée par le gouvernement. Les régions doivent être au cœur de cette politique de l'export. Les réformes qui visent à faire grandir les PME et les ETI en supprimant ou en gelant un certain nombre de seuils, et la revitalisation industrielle de nos territoires. Nous avons lancé une mission qui porte sur une centaine de territoires d'industrie. Nous l'avons lancée et très tôt, nous avons demandé aux régions d'y participer. C'est, Monsieur le Président, le vice-président de la région Centre-Val de Loire qui représente les régions dans ce petit groupe de travail sur comment est-ce qu'on innove et comment est-ce qu'on renforce la politique industrielle, non pas simplement sectorielle, mais à destination d'un certain nombre de territoires et d'écosystèmes qui sont cruciaux et décisifs pour l'industrie française. Les questions de mobilité, vous les avez tellement évoquées que je ne sais pas si je dois y revenir, mais quand même. S'agissant de la mobilité ferroviaire, nous avons mené une réforme qui, convenez-en, n'avait pas été conduite jusqu'à présent. Je pense profondément que les régions vont bénéficier de cette réforme. La réorganisation de la SNCF, la reprise par l'État des 35 milliards d'euros de sa dette vont lui permettre de baisser ses coûts et de réorganiser son fonctionnement. C'est une bonne nouvelle pour les régions. Et si cela ne suffit pas, l'ouverture à la concurrence vous permettra demain de choisir le meilleur service au meilleur prix. Les textes d'application les plus urgents seront pris avant la fin de l'année et la balle sera ensuite dans votre camp, en vérité dans notre camp, pour préparer l'ouverture à la concurrence. Je sais que Renaud Muselier pour sa région, que Xavier Bertrand pour sa région, qui sont géographiquement au sud et au nord, ont choisi et souhaitent être pilotes en la matière. Nous sommes, je vous l'ai déjà dit, à votre disposition pour avancer, pour faire en sorte que vous puissiez profiter à plein des effets de cette réforme. La mobilité sous ses autres formes ensuite. Nous allons présenter le projet de loi d'orientation des mobilités dans quelques semaines. L'idée, c'est de renforcer le rôle des régions dans la coordination des politiques de mobilité au service de l'intermodalité. Ça vous permettra de mieux organiser les mobilités de demain avec une ouverture très large des données des opérateurs de mobilité qui est la condition pour vous permettre d'opérer, ou plus exactement, de concevoir efficacement les dispositifs. Sur la formation et les compétences, le déploiement du plan d'investissement dans les compétences est plutôt sur de bons rails. Des conventions d'amorçage ont été conclues avec 16 régions, finançant 148 000 formations en 2018. Le plan va prendre en 2019, et grâce aux régions, une nouvelle dimension. Ces moyens vont doubler, passer de 1,5 milliard d'euros à 3 milliards d'euros. D'ici la fin de l'année, nous devrons avoir signé les pactes pluriannuels d'investissement 2019-2022 que vous êtes en train d'élaborer avec les services déconcentrés de l'État. Et les retours que j'ai, et si ça n'est pas le cas, je serais heureux de l'entendre et qu'on puisse en discuter, mais les retours que j'ai, c'est que dans la très grande majorité des régions, ces discussions fonctionnent bien et vont nous permettre de pouvoir signer ces programmes pluriannuels d'investissement et de pouvoir avancer dans le domaine. Cet effort financier massif doit nous permettre d'atteindre un objectif de 200 000 formations, entrées supplémentaires en formation par an. C'est un effort qui va s'ajouter à celui des régions, qui évidemment devra être maintenu. Il a été convenu, vous le savez, que l'abondement de l'État ne sera pas pris en compte dans l'observation de l'évolution des dépenses régionales de fonctionnement. C'est une question qui avait été soulevée, à juste titre. Nous l'avons pris en compte et nous avons indiqué qu'elle serait retraitée de l'évolution des dépenses régionales dans le cadre de l'exécution des contrats. Et nous devons, comme vous le demandez, gérer ensemble la transition pour la réforme de l'apprentissage. Muriel Pénicaud et Jacqueline Gouraud nous proposeront ensemble un agenda de travail sur ce sujet. Enfin, dans le domaine de l'orientation, un mot. Je vous confirme que nous engageons le transfert des 200 postes des directions régionales de l'ONICEP en 2020. Jean-Michel Blocher vous le précisera tout à l'heure. Nous sommes prêts à mener des expérimentations dans le cadre du service public régional de l'orientation. Enfin, il me semble que l'autorisation donnée aux régions d'intervenir, y compris dans les collèges,
dans le cadre du parcours de découverte des métiers est une bonne chose. Ce sera vrai à partir du 1er janvier 2019. Un cadre national de référence sera établi conjointement entre l'État et les régions afin de préciser le rôle de chacun. Mais les régions, parce qu'elles sont en prise directe avec les réalités économiques locales, ont évidemment vocation à participer à l'information des jeunes dans le domaine de l'orientation. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit ce nouveau partage de compétences. L'idée, c'est d'améliorer sensiblement une orientation qui, depuis longtemps, Monsieur le Président, ne fonctionne pas aussi bien qu'elle devrait fonctionner. Mesdames et Messieurs, ouvrons les yeux, regardons autour de nous. En quelques années, tout a changé. Les sciences, les techniques, les moyens de transmission et de communication, oui, vraiment, tout a changé. Cette phrase n'est pas de moi. C'est Gaston Defferre, dans le même discours de juillet 1981, qui la formule. Comme quoi, dès 1981, ce sentiment d'urgence et de transformation s'exprimait. Je pense que ça doit nous permettre de mettre en perspective un certain nombre de nos échanges. Le lien indispensable qui doit se tisser entre nous, vous l'avez dit, a été distendu. Je ne crois pas qu'il ait été cassé, je ne crois pas qu'il ait disparu. On ne peut pas réparer le pays sans travailler en confiance, y compris avec des désaccords, mais en confiance avec les collectivités territoriales. Et donc, moi aussi, je lance mon appel de Marseille, Monsieur le Président. Il y aura peut-être moins d'écho, n'est pas formulé dans les mêmes conditions, mais j'y crois autant que vous y croyez. C'est l'appel à une décentralisation qui accepte les désaccords et qui s'inspire au fond de l'état d'esprit dans lequel vous avez placé notre réunion de ce matin. La franchise et l'amitié. L'amitié qui crée un lien, la franchise qui autorise à se dire qu'on n'est pas d'accord. J'ai été rassuré par l'appel de Marseille et par votre intervention de ce matin, cher Hervé, sur ces deux points. J'espère que ce que je vous dis aujourd'hui vous aura, vous aussi, et vous, mesdames et messieurs, rassurés sur ces deux points. Je vous remercie à la fois pour votre accueil et pour votre attention.